Merci à ceux qui sont restés pour ces quelques minutes d'interruption. Donc je reprends sur les enjeux, des enjeux de rénovation énergétique des logements au cœur de la transition écologique, un enjeu autour de la question de la vulnérabilité énergétique sur le territoire du Haut-Rhin qui est particulièrement fort. Et puis le fait que la rénovation énergétique est une filière qu'il faut envisager de façon systémique dans un paysage d'acteurs éclatés, une grande diversité d'acteurs, une multiplicité d'acteurs avec qui il faut travailler de concert. De fait, l'objectif de cette démarche est donc d'apprendre et de construire son propre outil, ce qu'on a nommé une démarche maïeutique. Pourquoi? Parce que c'est une démarche expérimentale au service d'une construction partenariale, au service du territoire et centrée autour de la transition écologique, avec un enjeu de à terme, dupliquer cette expérimentation. Donc c'est la première fois en France qu'on travaille sur cette expérimentation d'un PIG transition énergétique. L'objectif étant de trouver des solutions ajustées pour le Haut-Rhin, mais aussi de réfléchir à un modèle qui puisse se dupliquer sur d'autres territoires. Alors, on me dit que ça ne marche toujours pas bien. Comment je passe à la slide? Bon, je suis désolée, j'espère que vous nous entendez correctement. Si notre image est coupée, c'est le moins grave. J'espère que vous avez accès au PowerPoint et au son. C'est déjà à minima ça qui est important. Donc pourquoi une étude maïeutique? Un constat, c'est qu'aucun acteur isolé ne peut agir sur l'ensemble de la filière de la transition énergétique. Ça, c'est une certitude et qu'on a besoin de cette mise en musique, de ce travail partenarial pour agir. Ensuite, une nécessité, avoir recours à l'intelligence collective en conviant l'ensemble des acteurs de la filière à participer à la construction de solutions partenariales et concertées. C'est vraiment comme ça qu'on a construit la démarche préopérationnelle du PIG-TE autour de la question de l'intelligence collective. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on propose ces ateliers didactiques pour mobiliser le plus grand nombre de partenaires et commencer à travailler ensemble, à réfléchir ensemble et à faire émerger des solutions ajustées suite à ce dialogue partenarial. Un objectif, parvenir à un plan d'action opérationnel co-construit avec l'ensemble des acteurs de la filière. Cette notion de co-construction, elle est vraiment importante dans la démarche. Ça peut parfois être un terme galvaudé, la co-construction. On essaiera de tout faire mettre en œuvre pour que cette co-construction soit réelle et qu'on écrive, qu'on élabore ensemble un programme qui corresponde à la fois aux attentes et aux enjeux des différents types d'acteurs, mais aussi à leurs moyens et à leurs contraintes et à la réalité du territoire. Et puis donc, une dernière étape, aller plus loin, rendre cette expérience reproductible pour massifier la rénovation énergétique en France. C'est bien l'objectif, notamment de l'ANA, derrière cette expérimentation, de travailler à un modèle qui permette de travailler sur la rénovation énergétique au niveau national. Je passe très rapidement sur la présentation de notre groupement, mais on est une équipe pluridisciplinaire de plusieurs cabinets. Donc nous, on est Ville et Habitat. On est un cabinet spécialisé sur les politiques de l'habitat au sens large, sur le parc social, sur le parc privé, aux différentes échelles,
aux stratégies territoriales, aux documents de planification, et puis à l'échelle des quartiers. Et on travaille notamment beaucoup à l'amélioration du parc privé. Pouget Consultant est un bureau d'études de énergie et environnement qui travaille notamment sur des études d'énergie carbone et qui font du conseil et de l'expertise pour la filière de la rénovation énergétique. Écologie urbaine et citoyenne, qui est une agence de transition écologique des territoires, qui accompagne les collectivités sur la transition écologique et aussi les questions de participation et d'innovation démocratique. Et puis l'atelier d'architecture aux Yeux de Micheli, qui sont des spécialistes de la réhabilitation du patrimoine bâti, et notamment du patrimoine alsacien, puisqu'ils sont basés à Strasbourg et ils sont notamment co-auteurs avec le CRMA de l'étude récente sur habitat ancien en Alsace sur la réhabilitation énergétique du bâti ancien. Donc vous avez la liste des 7 ateliers didactiques sur les 7 thématiques des ateliers didactiques. Donc aujourd'hui, nous parlons des dispositifs d'amélioration de l'habitat privé et de la rénovation énergétique en copropriété. Il y en aura 2 autres jeudi prochain et 3 autres le jeudi suivant. Pourquoi des ateliers didactiques? D'abord pour vous faire connaître la démarche et faire connaître la démarche au plus grand nombre. Pour partager ensemble un socle commun de connaissances entre les différents acteurs du territoire. Ça nous paraissait important justement dans cette démarche d'intelligence collective. Un peu plus tard, lors de la première semaine de juillet, on aura des ateliers partenariaux de diagnostic au sens atelier collaboratif et d'échange partenarial. Aujourd'hui, si ces ateliers dits didactiques peuvent paraître un peu descendants, l'objectif, c'est bien de partager avec vous un socle commun de connaissances. L'idée étant qu'on intervient tous à nos différents niveaux d'expertise, nos différentes thématiques, avec une hétérogénéité de connaissances, une hétérogénéité d'expertise. Et donc, voilà, l'idée, c'est de partager un socle commun de connaissances pour commencer la démarche, apprendre à se connaître aussi et enclencher cette démarche que l'on souhaite fortement partenariale. Et puis, dernier objectif, c'est vous donner envie. Alors, avec nos problèmes techniques depuis ce matin, je pense qu'on n'est pas super bien parti, mais j'espère que les contenus de la formation, des formations seront à la hauteur. L'idée, c'est de mobiliser pour participer avec nous tout au long de la démarche et de collaboratif qui est au centre, au cœur de cette démarche. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser la parole. Alors, sur le chat, on nous dit de couper la caméra pour que ce soit plus simple. Effectivement, c'est une bonne idée. Donc, vous n'aurez que nos voix, ce qui est le plus important. Voilà. Et je laisse donc la parole à mes collègues Ivana Spiller et Gilles Kahn pour le déroulé de cette formation. Oui, donc au cours de cette formation, on va aborder plusieurs thématiques qui concernent l'amélioration du parc privé. On commencera par une introduction politique de l'habitat. Comment est-ce qu'on aboutit à une programmation via les outils des politiques locales de l'habitat. Ensuite, on passera sur une présentation des outils incitatifs pour la rénovation du parc privé. Nous passerons le sujet des copropriétés, étant donné que la formation qui suivra à 10h30 sera exclusivement sur la rénovation énergétique en copropriété. On fera un petit zoom sur les dispositifs existants dans le Haut-Rhin. Et puis, nous parlerons de l'accompagnement financier de ces dispositifs. Et nous ferons, pour terminer, sur les dispositifs de défiscalisation qui permettent d'intervenir sur le parc privé. Donc, premier point, construire une politique locale d'amélioration de l'habitat privé. La programmation des programmes,
des projets d'habitat se fait à l'échelle des EPCI via l'outil PLH, donc Programme local de l'habitat. C'est un outil qui est obligatoire pour les communautés urbaines et communautés de communes de plus de 30 000 habitants qui sont compétentes en habitat, on le verra dans la diapo d'après, et qui comprennent au moins une commune de 10 000 habitants. En dehors des EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunale, le PLH est obligatoire simplement pour les communes de plus de 20 000 habitants. Voilà, donc c'est un document qui est élaboré en partenariat avec tous les acteurs locaux de l'habitat, qui comprend un diagnostic, des orientations et un programme d'action, et qui planifie pour 6 ans les principes et objectifs en logement pour le territoire concerné. À l'échelle des départements, on a aussi des outils qui permettent de programmer des actions sur l'habitat. Donc, on a le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, PDA-LHPD. Donc là, qui concerne, comme son nom l'indique, le logement des personnes en difficulté. Et puis également les PDH, donc programmes départementaux de l'habitat, qui sont donc à l'échelle des départements les grandes orientations sur les politiques à conduire sur les territoires et décliner ensuite dans les PLH que nous venons de présenter. Deux choses qui différencient les territoires. Donc il y a certains territoires qui sont compétents en matière d'habitat et d'autres qui sont en délégation de compétences. Donc les collectivités compétentes sont appelées les collectivités délégataires, qui de la gestion des aides à la pierre pour le logement social, les aides à l'amélioration des logements privés, les dispositifs de location-accession. Voilà, donc dans le Haut-Rhin, aucun EPCI n'est délégataire. Donc pour agir sur les politiques locales de l'habitat hors délégation de compétences, ce sont les délégués locaux de l'ANA, donc Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui assurent le lien entre les collectivités locales et la gestion des aides à la pierre. Donc les aides à la pierre, ce sont des aides que l'on va ensuite dérouler au cours de la formation. Voilà. Peut-être petit point sur la précarité énergétique, parce que c'est bien ça l'objet du PIC transition énergétique que nous sommes en train de mettre en place via notre étude et notre mission d'accompagnement du département. Donc on a un grand nombre de ménages qui sont en situation de précarité énergétique en France, 5,1 millions de ménages qui correspondent à 12 millions d'individus, et 87% de ces ménages sont des ménages qui sont logés dans le parc privé. D'où l'intérêt de creuser un petit peu sur cette thématique. Les ménages qui sont en situation de précarité énergétique, c'est à la fois des ménages qui sont dans un logement de mauvaise qualité énergétique, mais aussi ceux qui peuvent rencontrer des difficultés dans le paiement de leurs factures énergétiques. Donc il y a des structures qui existent comme les espaces info-énergie, les agences départementales d'information sur le logement, les ADIL, qui sont là pour accompagner ces ménages en situation de précarité énergétique dans leurs projets de rénovation. Dans le Haut-Rhin, par exemple, il y a une ADIL et également un espace info-énergie au nom de Alter Alsace Énergie. Il y a également des aides, donc comme je le disais, un ménage en situation de précarité énergétique peut être un ménage qui a des difficultés de paiement de ses factures, donc des aides du FSL, Fonds de solidarité logement, énergie et maintien, qui apportent un soutien financier aux ménages dans le paiement de leurs factures. Voilà. Et comme je le disais précédemment, donc on a les outils, le PDA-LHPD, le PLH et le PDH, qui planifient ces aides et ces actions à l'échelle des territoires. Alors, donc quand on veut lancer un programme d'amélioration du parc privé, il est important de faire un diagnostic préalable pour bien cerner qui sont les ménages en situation de précarité énergétique, quels sont les logements concernés et quels sont les périmètres. Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition des opérations complexes est souvent préconisée. Donc pour les opérations complexes qui nécessitent des compétences multiples, comme c'est le cas du PIG transition énergétique. Et puis, pour les collectivités locales qui sollicitent donc cet accompagnement, on peut mettre en place un cofinancement par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat à hauteur de 50%.
du montant de l'étude. Donc dans le Haut-Rhin, le PIC transition énergétique fait du coup l'objet d'un pré-diagnostic préalable à la mission préopérationnelle de définition de l'outil financé par l'ANA. Les outils incitatifs d'amélioration de l'habitat privé. Donc le principe des outils incitatifs repose avant tout sur une aide financière apportée aux propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Mais pour cela, il faut qu'ils se plient à certaines conditions. Donc il faut qu'ils réalisent des travaux avec des entreprises qualifiées, qu'ils posent le dossier de demande de financement avant la réalisation des travaux, qu'ils respectent des normes techniques dans le programme de travaux qu'ils envisagent, avec notamment des contraintes énergétiques, donc de qualité énergétique du bâti. Pour les propriétaires bailleurs, des contraintes en termes de loyer pratiqué sont de rigueur. Donc quand je suis un propriétaire bailleur et que je fais rénover mon bien avec des aides publiques, je dois ensuite pratiquer un loyer plafonné auprès du locataire qui sera présent dans le logement. Et puis, pour les projets les plus complexes, avoir recours à une maîtrise d'œuvre est obligatoire. Et pour les subventions de l'ANA, donc dans l'accompagnement de ces travaux, il y a une base subventionnable qui est associée à des plafonds, suivant un taux en pourcentage appliqué au coût des travaux, parfois des primes également en fonction de la nature des travaux. Il y a aussi des aides complémentaires qui peuvent être sollicitées, des aides du conseil départemental, du conseil régional, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, de Action Logement également. Voilà. Quand une collectivité veut mettre en place une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur son territoire, les outils sont l'OPA et le PIG, donc Opération programmée d'amélioration de l'habitat, et le PIG, Programme d'intérêt général. Donc les OPA ciblent plutôt des territoires assez délimités, avec un bâti dégradé, voire indigne. Elles peuvent comporter des programmes d'action plus diversifiés en fonction des périmètres retenus et doivent s'inscrire dans un projet global, social, en cohérence avec l'habitat qu'on vous présentait en début de formation. Une OPA dure entre 3 et 5 ans. Donc ça, c'est au moment de la rédaction de la convention de l'OPA que la durée est définie. Les territoriales compétentes, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat et l'État. Et comme je le disais précédemment également, une étude préalable est obligatoire pour fixer les objectifs, le programme au sein de l'OPA. Voilà. Il y a différents types d'OPA également, donc les OPA de renouvellement urbain, de revitalisation rurale, les OPA énergie ou développement durable et les OPA copropriété dégradée. Également des OPA classiques où on peut avoir un volet thématique, des volets thématiques divers qui sont ceux que je viens de citer, et à minimum un volet énergie. Donc, pour ce qui concerne les PIG, ils sont moins définis en termes de périmètre, ils ciblent plutôt des aires géographiques plus larges et plus diffuses, mais ils ont en revanche une approche thématique plus resserrée à caractère social et technique. La durée d'un PIG est libre. Les collectivités ont la main sur la durée qu'elles veulent donner à leur dispositif. Comme sur l'OPA, on a cet outil qui est défini via une convention entre l'ANA, l'État et la collectivité qui lance l'outil. Et une étude préalable n'est en revanche pas obligatoire sur les PIG. Elle est néanmoins, pour ce qui est des financements, entre les OPA et les PIG, c'est similaire, sous réserve des objets de la convention. Comme je le disais, donc c'est thématiquement plus ciblé. Donc on a des thématiques plus resserrées, donc les PIG insalubrité, les précarités énergétiques, les PIG lutte contre l'habitat indigne, les PIG adaptation des logements à la perte d'autonomie et les PIG entre guillemets catastrophes naturelles pour ce qui peut être problème d'inondation, risque sismique, etc. Donc les différents types d'OPA, on va passer rapidement. De toute façon, vous avez accès au PowerPoint indéfiniment vu que nous sommes sur YouTube. Donc je passe cette diapositive pour qu'on ait le temps de bien dérouler la formation. Également, un autre outil, donc les MOUS, maîtrise d'ouvrage urbaine et sociale. Donc c'est des outils opérationnels qui comportent en général 2 volets, un volet technique et un volet social. Le volet technique vise à la production de logements adaptés
et au repérage des opportunités foncières et immobilières, et ainsi que une mission d'assistance à la maîtrise. La particularité d'une MOUS, c'est qu'on a un accompagnement social qui est obligatoire et qui consiste à accompagner les ménages logés dans les périmètres ciblés par la MOUS. Donc ça peut être un accompagnement social au relogement, au montage de dossiers pour accéder à un logement social. Voilà. Et puis, il est aussi important de noter qu'on peut avoir à la fois une MOUS, un PIG et une OPA. C'est d'ailleurs souvent préconisé, puisque dans un PIG et une OPA, il n'y a pas de mission à proprement parler d'accompagnement social des ménages en place. Oui, bonjour. Donc, je prends le relais sur cette thématique. Donc, dans les opérations d'amélioration de l'habitat privé, donc il y a de nombreuses mesures incitatives pour lutter contre la précarité énergétique et favoriser les travaux d'économie d'énergie. Donc juste un petit point pour vous donner les différentes dimensions de ces outils. Il y a d'une part des dispositions à caractère réglementaire qui sont liées aux travaux qui sont engagés. Donc, en règle générale, dans les travaux sur bâtiments, il n'y a pas d'obligation sur la nature des travaux qui sont à faire dans le cadre de l'amélioration. Mais depuis quelques années, donc, il a été introduit des obligations liées à l'habitat existant, qui sont rappelées rapidement. Donc, une obligation d'une démarche énergétique globale quand les travaux d'amélioration sont importants, donc à partir de 1000 m² ou lorsque les travaux sont des travaux de rénovation importante, il y a une obligation de performance énergétique d'une démarche globale d'amélioration de la performance énergétique. Et il y a une obligation aussi de performance énergétique minimum quand certains types de travaux sont engagés, de type ravalement et réfection de toiture. Enfin, il faut rappeler dans ce cadre général qu'on peut déroger à certaines règles d'urbanisme lorsque on fait des travaux d'économie d'énergie, type gabarit, des enjeux de gabarit qui permettent de donner ce qui pourrait faire difficulté dans l'entreprise de ces travaux. On a des dispositifs réglementaires qui sont liés à la mise en location ou à la vente des logements. Donc, il s'agit essentiellement d'informer les propriétaires, les acquéreurs ou les locataires de la situation énergétique et de la consommation et des enjeux de consommation sur le logement qui sont ciblés par le futur acquéreur ou par le locataire. Et donc, c'est l'obligation de publier et de fournir le DPE, ainsi que le montant de dépenses théoriques liées aux énergies, suivant les différentes catégories de dépenses qui sont incluses dans le DPE, qui sont donc chauffage, chaude sanitaire, consommation électrique liée aux équipements, etc., qui doivent faire l'objet d'une information auprès soit des acquéreurs, soit des futurs locataires. Avec la loi de transition énergétique et la loi énergie-climat, développement aussi d'une politique de lutte spécifique contre les passoires thermiques, qui sont des enjeux très importants, puisqu'on a encore dans le patrimoine français des bâtiments qui sont extrêmement énergivores. Bon, c'est ce qu'on appelle les bâtiments de classe F ou de classe G dans le classement des DPE. Voilà, donc les mesures sont prises à défaut de faire une obligation de faire les travaux, et bien c'est par le marché, par le fait de pousser les propriétaires dans le cadre de la location ou dans le cadre d'une vente à valoriser les bâtiments qui consomment moins et à pénaliser en particulier les bâtiments. Souligner aussi des dispositifs réglementaires qui sont spécifiquement liés aux copropriétés.
Donc, il y a l'obligation de faire un bilan énergétique et l'obligation de non seulement de faire un bilan énergétique, mais de faire un audit énergétique qui prescrit des travaux si les copropriétés ont plus de 50 lots et si elles ont été construites avant 2001. Ont été aussi introduits donc une simplification des procédures de décision en assemblée générale pour faire des travaux d'amélioration en majorité simple et non plus en majorité qualifiée lors des assemblées générales. Voilà. Et puis, mesure récente aussi, donc l'obligation d'installation d'un comptage individuel des frais de chauffage pour forcer les assemblées générales et les copropriétaires à se prononcer sur ces dispositifs. À côté de ces dispositifs plutôt réglementaires, on a des dispositifs donc fiscaux qui ont été mis en place avec la réduction du taux de TVA à 5,5% pour les travaux destinés à l'amélioration des performances énergétiques, le crédit d'impôt CITE, et on y reviendra dans ces évolutions, et possiblement l'exonération temporaire de la taxe foncière si pour la part correspondant aux collectivités, si celle-ci le décide. Et bien évidemment, on va y revenir, à côté de tout cela, une très grande diversité de sources de financement pour l'amélioration des logements et en particulier pour les performances énergétiques. Bien évidemment, le programme l'ANA et le programme Habiter Mieux, les aides éventuelles des collectivités, les aides d'Action Logement, les certificats d'économie d'énergie, l'éco-PTZ et éventuellement des aides d'autres dépôts ou d'autres réseaux bancaires, en particulier dans le cadre des copropriétés. Voilà, c'est histoire de donner un petit tableau général des différentes formes d'incitation qui vont concerner la précarité énergétique en particulier. À présent, une présentation des outils coercitifs pour les situations les plus complexes. On a un premier outil dont le principe est lié à la réalisation d'un programme de travaux déclaré d'utilité publique. Il est mis en œuvre par une DUP classique. C'est ces dispositifs qui permettent en fait de connaître les immeubles ou les périmètres en difficulté pour ensuite mettre en place des outils incitatifs ou coercitifs comme on l'a présenté précédemment. Je passe rapidement sur le POPAC de la M2A, donc arrivé à échéance en 2017, qui a permis de faire baisser. Donc, comme je le disais, ces difficultés des copropriétés peuvent être à la fois liées au bâti, mais à la fois à l'occupation, dans le sens où les copropriétaires ne peuvent pas, liées à des difficultés financières, s'acquitter de l'ensemble des charges liées au bâti. Donc, ce POPAC a permis de faire baisser les impayés de 5 copropriétés sur les 9 qui étaient accompagnées, de repérer une copropriété pour laquelle la reprise du dialogue entre le bailleur social, qui était un copropriétaire majoritaire, donc c'était une copropriété mixte, et les autres bailleurs a permis d'engager des travaux de rénovation énergétique. Donc le dialogue était rompu et le POPAC a permis de pallier à cela. Également de réaliser un suivi post-travaux d'une copropriété qui était mise sous administration judiciaire et qui a pu bénéficier du PIG, et aussi de repérer 4 copropriétés qui ont intégré une étude préopérationnelle d'OPA. Donc comme je le disais, c'est vraiment un outil qui permet ensuite de faire rentrer les immeubles repérés dans des dispositifs d'amélioration de l'habitat incitatifs ou coercitifs en fonction des difficultés. Voilà. Ensuite, les accompagnements financiers pour la réalisation des projets. Alors, les priorités d'intervention et les publics cibles sont quand même définis par l'ANA. Dans le cadre d'opérations programmées présentées précédemment, on a des priorités qui sont données à l'échelle locale mais aussi nationale, donc qui sont la lutte contre l'habitat indigne, la rénovation thermique, l'adaptation des logements à la perte d'autonomie des personnes et le développement d'une offre de logements à loyer et charges maîtrisées. Et puis pour les publics prioritaires, donc il y a 3 publics qui peuvent faire l'objet de financement par l'ANA: les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les syndicats de copropriétaires. Et dans ce cadre, pour les syndicats de copropriétaires, ça ne concerne uniquement les parties communes et les équipements communs des copropriétés.
également des plafonds de revenus pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs pour bénéficier de ces aides. Que l'on soit dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou dans les aides en diffus proposées par l'ANA, on a des financements qui représentent 50% pour les projets de réhabilitation d'un logement indigne ou très dégradé, qu'on soit qualifié comme ménage modeste ou très modeste. Également 50% pour les travaux de sécurité et de salubrité de l'habitat, qu'on soit modeste ou très modeste. Pour les travaux liés à l'autonomie de la personne, 50% pour les très modestes et 35% pour les modestes. La même chose pour les travaux de rénovation énergétique. Les plafonds de ressources, donc là je passe rapidement, vous pourrez reconsulter le PowerPoint, sont les suivants. On est sur des plafonds de ressources en fonction de la composition du ménage et qui varient en fonction des territoires. Pour ce qui est des subventions pour les propriétaires bailleurs, c'est différent que pour les propriétaires occupants. On est sur des subventions moins élevées et qui sont dans la limite de 60 000 € par logement. Plafond de ressources également pour les propriétaires bailleurs et imposition de pratiquer un loyer conventionné lorsque l'on met plafond de ressources des locataires, plafond de ressources des locataires qui seront dans les logements rénovés. Voilà. Et puis donc, comme je le disais, une obligation de pratiquer un loyer conventionné, social ou très social, également qui varie par zone et par territoire. Donc la France métropolitaine est découpée en 5 zones, de la plus tendue qui est la A bis à la plus détendue qui est la zone C. Oui, les aides propriétaires bailleurs sont composées d'une aide de travaux, éventuellement améliorée par des systèmes de primes qui sont détaillés ici. On ne peut pas rentrer dans le détail tout de suite. Prime à l'intermédiation locative qui accompagne le dispositif fiscal du GOS et qui permet de valoriser les démarches de gestion avec une agence immobilière ou le système de location, sous-location auprès d'une association. Prime de réduction de loyer qui permet de valoriser aussi le conventionnement des logements dans le cadre de marchés très tendus. Et d'autre part, la possibilité de faire jouer une prime dans le cadre de la réservation d'un logement locatif auprès de réservataires. Une prime qui peut atteindre 2 000 € ou qui peut être majorée à 4 000 € dans les secteurs où le marché est particulièrement tendu. Donc on a des aides également, un accompagnement prévu aux propriétaires qui réalisent des travaux avec une ingénierie sociale, technique et financière. Donc le propriétaire qui réalise des travaux doit être accompagné par un opérateur spécialisé qui est chargé de l'assister dans l'élaboration et la réalisation du projet de travaux, à la fois sur les plans techniques, sociaux et financiers. Donc l'opérateur réalise une prestation complète sur ces 3 thématiques, avec notamment un diagnostic du logement et une assistance à l'élaboration des dossiers de financement auprès de l'ANA, puis un suivi du projet de travaux. Le mode de réalisation de ces prestations diffère selon la localisation du logement concerné. Donc en secteur dit programmé, c'est-à-dire faisant l'objet d'une OPA, d'un PIG, d'un plan de sauvegarde, tous les dispositifs qu'on vous a présentés précédemment. Donc la prestation est réalisée par l'équipe de suivi d'animation de ce programme qui est placée sous la responsabilité de la collectivité et le propriétaire en bénéficie gratuitement.